Molière, Don Juan ou le festin de Pierre. Présentation. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français qui s'associe avec une dizaine de camarades pour former la troupe de l'illustre théâtre. L'œuvre de Molière, une trentaine de comédies en vers ou en prose, accompagnées ou non d'entrées de ballet et de musique, reste l'une des références de la littérature universelle. Le festin de Pierre est une comédie de Molière en 5 actes et en prose. Cette pièce est aujourd'hui considérée à l'égal du Tartuffe et du Misanthrope comme l'un des chefs-d'œuvre de Molière et de la dramaturgie classique française. Elle était la troisième adaptation française de la légende du Don Juan Tenorio, débauché et impie châtié par le ciel, à laquelle le témoin espagnol Tirso de Molina avait donné 35 ans plus tôt une première forme dramatique. La comédie donne à suivre les 36 dernières heures de la vie du jeune Don Juan Tenorio, esprit fort et grand amateur de femmes, flanqué de canarelles, valets, couards, glouton et friand de disputes intellectuelles. Don Juan est un provocateur impénitent et il n'échappera pas à la vengeance du ciel qui le châtiera par le bras d'une statue de pierre. La pièce occupe une place unique par sa singularité formelle dans la production de son auteur, la singularité de son histoire, la réputation de modernité et de complexité qui lui est faite par ses exégètes, enfin la grande diversité des mises en scène auxquelles elle a donné lieu depuis sa redécouverte, qui font de cette comédie de l'incrédulité châtiée un des avatars les plus fascinants du mythe de Don Juan. Analyse. Pour les Français de 1665, Don Juan n'est pas encore le personnage mythique qu'il deviendra à l'époque romantique, mais le héros d'une légende plus ou moins apologétique que le public parisien a découverte dans la version comique que la troupe italienne en a donné 7 ans plus tôt sur la scène du Petit Bourbon. Certains auteurs modernes ont souligné le réalisme avec lequel Molière aurait portraituré dans cette figure d'aristocrate libertin le représentant d'une caste qui refusait de se laisser domestiquer dans le cadre de la cour de Louis XIV. De Bénichou à Guy Leclerc, tous les commentateurs ont souligné l'objectivité historique d'une pareille peinture. Le libertinage, l'abus de la puissance, l'indifférence à tout devoir social et même à la simple existence d'autrui, autant de traits qui dessinent fort précisément une certaine caste à un moment précis de son histoire. Une fois la pièce entrée au répertoire de la Comédie Française, Théophile Gautier manifeste son admiration. Quelle pièce étrange que Don Juan, tel qu'il a été exécuté l'autre soir, et comme on conçoit bien que les classiques n'aient pu la supporter dans son état primitif. Don Juan, auquel Molière a donné le titre de comédie, est à proprement parler un drame et un drame moderne, dans toute la force du terme. Jamais Molière n'a rien fait de plus franc, de plus libre, de plus vigoureux, de plus hardi. Le fantastique, cet élément d'un emploi si difficile pour le français sceptique, est traité avec un sérieux et une croyance bien rare chez nous. La statue du commandeur produit un effet d'épouvante qu'on n'a pas surpassé au théâtre. Aucune tragédie n'arrive à cette intensité d'effroi. Don Juan, tel que l'a compris Molière, est encore plus athée que libertin. Et pour comble d'horreur,
il jette un instant sur son riche habit de satin le manteau noir de Tartuffe. Tout le reste eût pu lui être pardonné, excepté cette parade sacrilège. De nos jours, le caractère de Don Juan, agrandi par Mozart, Lord Byron, Alfred de Musset et Hoffmann, est interprété d'une façon plus humaine, plus large, plus poétique. Il est devenu, en quelque sorte, le Faust de l'amour. Résumé. Don Juan Tenorio arrive en ville après avoir abandonné Don Elvire, qu'il avait fait sortir d'un couvent pour l'épouser. Il aperçoit une jeune fille à la veille de se marier et projette de l'enlever tandis qu'elle fera une promenade en mer avec son fiancé. Le projet ayant échoué et son embarcation ayant chaviré, il se retrouve avec ses gens dans un village de paysans, d'où avertit que ses beaux-frères, Don Carlos et Don Alonso, le poursuivent. Il s'enfuit par la forêt avec son valet Sganarelle. Le hasard l'amène à sauver la vie de Don Carlos qui, en retour, accepte de différer sa vengeance à la condition que Don Juan reprendra la vie commune avec Don Elvire. Sur le chemin qui les ramène à la maison, le maître et le valet passent devant le mausolée d'un commandeur que Don Juan a tué en duel l'année précédente et dont il invite la statue à venir partager son dîner le soir même. Du retour chez lui, il voit le moment de dîner repoussé 3 fois de suite par les visites inopinées d'un créancier, de son père et de son épouse à présent retournée à la vie religieuse. La statue du commandeur, arrivée en dernier, refuse de partager son repas, mais l'invite à son tour à dîner le lendemain. Le lendemain, en fin d'après-midi, Don Juan apprend à son père éperdu de joie qu'il a décidé de revenir à la religion. Puis, il confie à Sganarelle que ce revirement subi n'est qu'un stratagème destiné à le mettre à l'abri de tous les désagréments qui pourraient lui arriver. La statue du commandeur, apparaissant et prenant acte de son refus de se repentir, lui saisit la main et le précipite dans les entrailles de la terre. Dans le prologue, Sganarelle, rôle créé par Molière lui-même, prononce un éloge des vertus médicinales et sociales du tabac. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, une rayon égale au tabac. C'est la passion des honnêtes gens et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore, il instruit les âmes à la vertu et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on apprend de quelle manière obligeante ou ennuyeuse avec tout le monde et qu'on on est ravi d'en donner à droite et à gauche partout où l'on se trouve. On n'entend pas même qu'on en demande et l'on court au-devant du souhait des gens. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Acte 1er. Au terme de son éloge du tabac, Sganarelle brosse avec quelques forfanteries un terrifiant portrait de Don Juan, un mécréant volage et cynique. Ensuite, Don Juan s'entretient avec Sganarelle du mariage et de l'inconstance amoureuse avant de lui exposer son projet d'enlèvement d'une jeune fiancée. À Don Elvire, qui vient lui demander les raisons de son départ, lui répond avec cynisme et la laisse repartir outré de colère. Acte 2. Le paysan Pierrot raconte à Charlotte sa promise, comment il vient de sauver du naufrage Don Juan et Sganarelle. Don Juan et Sganarelle, survenant, Pierrot sort pour aller voir shopping.
Don Juan s'extasie devant la beauté de Charlotte et convainc la jeune fille de l'accepter pour époux. Arrive Mathurine, à quoi Don Juan a également promis le mariage et qui exige des explications de Charlotte. Le séducteur parvient à trancher le différend entre ces deux dupes sans même les détromper de leurs illusions. Un serviteur entre qui l'informe que 12 hommes à cheval sont à sa recherche. Don Juan et Sganarelle quittent les lieux en hâte. Acte 3. Don Juan dans la forêt en habit de campagne et Sganarelle travesti en médecin. Ils cheminent en causant médecine et religion. Don Juan porte secours à un gentilhomme assailli par 3 brigands et qui s'avère être Don Carlos, frère de Don Elvire. Lui et son frère, Don Alonso, sont à la recherche de Don Juan pour laver leur honneur. Arrive Don Alonso qui, reconnaissant Don Juan, veut obtenir vengeance sur le champ. Don Carlo, par gratitude envers celui qui l'a sauvé, convainc son frère de reporter la rencontre à plus tard. Reprenant leur chemin, Don Juan et Sganarelle arrivent devant le tombeau du commandeur. Don Juan ordonne à Sganarelle de le convier à dîner. Sganarelle s'exécute. La statue opine du chef. Acte 4. Don Juan, qui s'apprête à se mettre à table, en est empêché par une succession de visites inopinées. Un créancier, M. Dimanche, qui le conduit avec force compliment, sans lui laisser le temps de formuler sa demande, puis son père au comble de l'exaspération et dont il traite les remontrances avec mépris. Elvire, en Madeleine pénitente, vient mettre en garde son époux contre le courroux du ciel et tenter en vain d'obtenir qu'il se repente. Don Juan et Sganarelle vont passer à table quand la statue du commandeur apparaît, qui, sans s'asseoir ni manger, convie à son tour Don Juan à souper avec elle le lendemain. Don Juan accepte, la statue se retire. Acte 5. Don Juan annonce à son père que, touché par la grâce, il a décidé de changer de vie et de travailler à obtenir du ciel une pleine rémission de ses crimes, dont lui est éperdu de bonheur. Bonheur partagé par le naïf Sganarelle, que Don Juan s'empresse de détromper en faisant un long et vibrant éloge de l'hypocrisie. Et c'est en invoquant la volonté du ciel qu'il rejette la demande de réparation, puis l'invitation au duel que son beau-frère Don Carlo vient lui soumettre. Ce dernier étant sorti, un spectre en femme voilée apparaît qui engage Don Juan pour la dernière fois à se repentir. Il répond en tirant l'épée. Apparaît la statue du commandeur qui, incriminant son endurcissement au péché, lui tend la main et le précipite dans les flammes de l'enfer. Resté seul, Sganarelle pleure la perte de ses gages. Les personnages de la pièce sont Don Juan, fils de Don Louis, Sganarelle, Elvire, maîtresse de Don Juan, Guzmán, l'écuyer d'Elvire, Don Carlos, frère d'Elvire, Don Alonso, Don Louis, père de Don Juan, Francisque, un pauvre, Charlotte, paysanne, Mathurine, Pierrot, paysan amant de Charlotte, la statue du commandeur, la Violette, Ragotin, valet de Don Juan, Monsieur Dimanche, un marchand, la Ramée, spadassin, suite de Don Juan, suite de Don Carlos et de Don Alonso, frère, un spectre. Lecture audio. Molière. Don Juan ou le festin de Pierre. Acte 1er, scène 2,
Don Juan s'entretient avec Sganarelle du mariage et de l'inconstance amoureuse. Don Juan. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bon que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit pas dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais toutes. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par saint hommage le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni plus rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y voir étendre mes conquêtes amoureuses.